puis tour à tour, pièce tour à tour 3, parce qu'il y a plusieurs numéros, alors ça fait un peu contemporain, tour à tour 1, tour à tour 2, tour à tour 3. Simplement, il a fallu qu'on trouve des numéros pour ne pas les mélanger. C'est une pièce pour orchestre que j'ai écrite pour le Printemps des Arts, à la demande de Marc Monet. Et c'est une pièce qui fait partie d'un cycle maintenant, mais en fait, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi le cycle. Moi, je n'étais pas un grand fou des cycles longs et prétentieux, et je trouvais toujours un peu gros, un peu, voire grotesque par moment de vouloir s'exprimer en 1 heure plutôt qu'en un quart d'heure, et j'ai eu souvent cette réflexion quand j'écoutais la musique de mes camarades que j'aimais bien par ailleurs, c'est pas le fond du problème. D'ailleurs, le cycle de Grisé, des espaces acoustiques, dure 1h30, et très jeune j'ai aimé ça, mais je trouvais ça un peu pompeux de faire un cycle, voilà. Et puis il se fait qu'en écrivant la première partie de cette pièce, c'était pour l'orchestre d'Oslo, je me rappelle, que j'ai appelé Tour à Tour, tout simplement. Tour à Tour pour des raisons que je vais expliquer par la suite, mais que je me suis pris au jeu du matériau qui était en train de se définir, se développer. Et une fois la pièce terminée, c'est peut-être la première fois que ça m'est arrivé, c'était en 2008, je me rappelle, je me suis dit que c'était pas fini cette pièce-là. J'en avais pas fini avec cette pièce-là. Je sais pas pourquoi. C'est pas une chose qui est commune chez moi. En général, quand je mets la double barre, je me dis ben voilà, je dis ce que j'avais à dire. Et même souvent, j'avais plutôt envie de réviser que de continuer. Là, j'ai pas envie de réviser, j'avais envie de continuer. Il y a un genre de poussée comme ça. Et donc, après, je me suis dit, mais il faut l'organiser en plusieurs parties, cette pièce-là, parce que j'aimerais que toute l'énergie du début, on la retrouve vers la fin, mais présentée autrement. Et puis qu'au milieu, quelque chose se passe, et que l'espace s'ouvre, qu'il ne soit pas l'orchestre stéréophonique sur scène, qu'on n'entend même pas en stéréo selon la place où on est dans la salle. En tous les cas, qui est un espace plus stéréophonique, en tous les cas, que multicanal, tel qu'on le conçoit dans l'électronique. Et je me suis dit, mais il faudrait une seconde partie qui ouvre l'espace, et qui rentre aussi dans la notion du tour à tour sur scène, tour à tour dans la salle, tour à tour, voilà. Ce jeu du tour à tour dans tous les sens d'ailleurs. En fait, c'était un peu conçu comme un concerto pour orchestre, où il y a aussi tour à tour les différents blocs, différents groupes instrumentaux se répondent et prennent ont la part belle de l'écriture, etc. Voilà. Et je me suis dit, bon, on va faire ça dans un ordre normal, bien organisé, le 1, le 2, le 3. Et puis les choses ne se passent jamais comme ça dans la musique contemporaine, c'est-à-dire qu'en fait, quand Marc Monet m'a demandé d'écrire la 3e partie, on voulait quelque chose de long, quand même quelque chose qui dépasse les 20 minutes, un truc un peu conséquent. Et comme la partie du milieu est la plus courte, donc je me suis retrouvé à me dire, mais je ne vais pas mettre une partie longue au milieu, parce que c'est vraiment l'endroit de repos où l'électronique va envahir les gens quelques minutes, c'était prévu dans ma tête, et les compositeurs qui m'écouteront sauront que c'est assez difficile de changer tout ce qu'on a dans la tête quand ça vit avec vous plusieurs années, parce que c'est un projet qui vivait avec moi depuis plusieurs années, dans ma tête en tous les cas. Et donc du coup je me suis dit, on va faire le A, puis on va faire le 3. Voilà. Donc il y a un trou au milieu, voilà. C'est un trou qu'il faut boucher, qui sera bouché avec notre orchestre, celui de Radio France, avec l'électronique en question. Donc voilà, c'est un projet un peu curieux, parce que moi qui suis un être impatient, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis 2007, je vis avec ce projet-là. En 2012, on a créé le numéro 3 au Printemps des Arts, avec l'orchestre de Monte-Carlo sous la direction de Jean de Royer, je tiens à le préciser parce que c'était vraiment des conditions formidables. Et maintenant, il me reste à faire, donc de 2007 à 2013-14, parce que là j'ai fait autre chose. En 14, je vais commencer la partie du milieu. Et je ne me croyais pas capable de tenir 7 ans comme ça, en faisant des choses au milieu, bien entendu, mais en gardant vraiment derrière la tête, comme ça, en background, comme ça, quelque chose qui est un fil conducteur de sa vie. C'est pour ça que c'est une pièce vachement importante pour moi, parce qu'elle elle va à l'encontre de ma façon de travailler, qui est plutôt, je fonce dans un projet, je vais du début à la fin, je m'arrête. Là, c'est quelque chose qui me suit, et il y a d'autres projets qui sont parallèles, mais cette chose-là, elle
Elle est très chère parce que, après, la qualité, c'est pas moi qui en jugerai, mais je veux dire par là qu'elle me suit. Voilà, donc c'est un projet qui me suit. Et à la fois, je ne vois pas non plus qu'à passer plus de 55 minutes d'orchestre, j'ai pas 1 heure, j'ai pas envie de continuer plus. C'est un genre de format qui me semble nécessaire par rapport à la première partie, qui s'est imposé aussi. Et puis physiquement, il y a comme aussi la résistance des musiciens, parce que c'est une pièce qui va vite, qui demande beaucoup de nervosité et d'investissement physique. Donc voilà, mais c'est un projet, c'est un projet qui est peut-être un des projets les plus importants de ma vie, en fait, en tant que compositeur. Alors l'orchestre d'ailleurs, on en parlait avec Marc Monet, mais pourquoi écrire pour orchestre aujourd'hui? Puisqu'il y a un paradoxe à travailler pour l'orchestre, puisque des compositeurs dits contemporains voudraient s'émanciper de la musique classique, et à la fois, quand on travaille avec l'orchestre, si on est typiquement plongé dans l'univers classique, c'est bien là. C'est-à-dire, même socialement parlant, il y a une hiérarchie de l'orchestre avec des premiers violons, des seconds violons, des chefs de pupitre, etc. Donc, quand je me mets à écrire de l'orchestre, à chaque fois, et là j'écris un opéra, donc j'écris de l'orchestre depuis 17 mois, là, je me dis toujours, mais est-ce que c'est pas un peu, passez ma expression, un peu cucu, un peu suranné d'écrire de l'orchestre? Alors, le problème, et on en parle avec beaucoup de camarades compositeurs, c'est vrai que c'est à la fois, sur le plan politique, on pourrait dire, un peu curieux d'écrire de l'orchestre, quand on a milité justement pour que la musique s'émancipe de pas mal de contraintes. Mais à la fois, le son que produit l'orchestre est un son qui est tellement fantastique que je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est difficile de se passer cette matière-là. Alors ça pose des problèmes, effectivement. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des musiciens en petit nombre, 4, 5, 6 musiciens, avec de l'électronique, il s'instaure un climat de travail très sympathique, en général long. Et on pourrait même dire que plus l'effectif est petit, plus le travail est long. Plus l'effectif est gros, plus le travail est court. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 1000, je sais pas combien, 20, 25 répés avec un quatuor à cordes, et puis vous allez vous retrouver avec 2 services avec un orchestre, pour des raisons qu'on peut comprendre, ça coûte très cher d'avoir 80 personnes sur un plateau. Et donc du coup, on n'a pas cette intimité-là. Donc la relation qu'on a quand on est avec l'orchestre, c'est une relation du compositeur un peu démiurge qui arrive, qui donne son texte, on joue, on parle avec le chef très rapidement parce qu'il court d'un avion à l'autre et qu'il n'a pas le temps non plus de... Voilà, donc c'est quelque chose de très rapide et le public souvent ne se rend pas bien compte que le produit qu'il voit fini sur une scène quand il y a de l'orchestre, c'est quelque chose de très rapide pour le compositeur. C'est Grisé qui disait ça, et je sais plus, il a écrit dans ses textes un truc très, 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 très sympa du genre 1 seconde pour percevoir un projet, des semaines pour en faire quelques esquisses, des mois pour l'écrire et 2-3 répétitions et quelques minutes à l'audition. Enfin, je déforme ces propos, mais c'est en gros, voilà. Donc il y a avec l'orchestre, c'est vrai, cette frustration à la fois qu'on vit très peu de temps avec sa pièce. Et que l'enregistrement, aujourd'hui, nous permet au moins de se faire un peu d'auto-satisfaction en disant « Tiens, c'est pas trop mal mon truc, parce que sinon on entendrait la pièce, et puis voilà. » Et on sait très bien que les pièces d'orchestre ne sont pas rejouées tout le temps, puisque, et là je vais être un peu critique à l'égard des organisations orchestrales, dont je disais qu'elles étaient quand même un peu surannées, c'est-à-dire que les programmes en général, c'est plutôt Brahms que la musique contemporaine. Donc entendre nos pièces d'orchestre, ça reste toujours, non pas... c'est pas très rare, mais c'est quand même beaucoup plus rare que dans une pièce à 5-6 musiciens, 7-8 musiciens. Alors que là, la raison économique n'est pas automatiquement la raison, puisque les musiciens sont payés au mois et pourraient jouer. Ce sont des choix esthétiques qui sont faits, les politiques, malheureux. Voilà, parce que je pense que le public, lui, il est ravi. D'ailleurs, au Printemps des Arts, on voit bien que la façon dont Marc Monet organise le travail avec le public, il se passe des choses incroyables. Des publics qui ne connaissent pas cette musique, ils vont,
parce que la musique est présentée de façon non institutionnelle, non conforme à ce qu'on croit, non emmerdante. Voilà. On entend de la musique de façon décontractée, dans des conditions décontractées d'écoute. Ouais, et ça, c'est très important pour des musiques réputées difficiles à avaler. Et là, on voit bien que les barrières tombent. Et alors l'orchestre, on va repartir de l'orchestre, parce que ce qui m'intéresse dans l'orchestre, c'est aussi on est très fiers en tant que compositeur quand on écrit pour orchestre, je ne sais pas bien pourquoi. Le fait, non pas par prétention de diriger un gros groupe, enfin de ne pas le diriger physiquement, mais de donner de la musique à un gros groupe de gens, mais c'est cette masse de gens qui jouent votre musique au même moment. Moi, ça m'émeut toujours, c'est un truc absolument incroyable. Même si les relations ne sont pas toujours faciles avec un orchestre, il y a un moment qui se passe quand même. Enfin, je pense notamment à Monte-Carlo, où les musiciens étaient très investis, le chef est un ami en plus, Jean Royer, donc il y avait quelque chose qui se passait. Et là, waouh, c'est quand même une émotion très très forte. Et quand j'étais plus jeune, j'étais très impressionné par l'orchestre, parce que j'ai commencé par jouer du violon tout petit au Conservatoire de Toulouse. Et l'orchestre m'impressionnait. On m'a amené écouter l'orchestre. Voilà, c'est quelque chose. Et je me disais, écrire pour orchestre, ça doit être quelque chose de faramineux. Puis voilà. Mais jamais une seule seconde, il me serait venu à l'idée qu'un jour je me retrouverais face à des orchestres internationaux et qui joueraient ma musique. Voilà. Et j'ai fait le parcours de pas mal de musiciens de ma génération d'ailleurs, qui sont passés par le rock, le jazz rock, la musique funk, toutes ces musiques-là, pour tester des choses en fait. Parce que c'était pas cher, d'une certaine manière. Parce qu'entre copains, on se voyait, puis on jouait dans notre garage, puis on testait des machins. Et moi, j'ai eu un parcours un peu curieux, parce que j'étais au Conservatoire de Toulouse, donc j'avais une façon de travailler la musique très orthodoxe, normale, enfin, solfège, machin, tout ça. Sauf que j'ai demandé à 13-14 ans d'apprendre l'écriture, l'harmonie et le contrepoint au conservatoire. On m'a dit, mais non, c'est pas l'âge. Alors qu'il me restait plus qu'un an de solfège à faire, mais j'étais trop jeune pour faire d'écriture, ce que je trouve toujours aussi stupide d'ailleurs. Il faut faire écrire les gens jeunes, il faut les faire essayer des choses. Et j'avais une frustration de ça. J'ai demandé à mon papa, qui était très
mélomane, de m'aider. Il est allé au conservatoire et il a demandé, mais faites-le écrire de la musique, il veut écrire de la musique. Mais moi, je ne voulais même pas écrire ma musique, je voulais au moins réaliser des textes d'harmonie. On m'a dit non, il a fallu que j'attende 18 ou 19 ans pour me mettre à faire ça. Et j'ai trouvé ça dommage. Et ce qui m'a décidé à quitter ce cursus-là pour aller faire du blues, du rock, du jazz avec des copains, parce que finalement, j'ai fini par travailler avec des gens beaucoup plus forts que moi instrumentalement, mais j'écrivais de la musique. Donc ces gens-là jouaient beaucoup mieux de la guitare électrique que moi, beaucoup mieux des claviers. Il y en a certains maintenant qui travaillent avec des festivals de jazz, certains ont travaillé avec Bernard Lubat, enfin voilà, j'ai rencontré des gens dans ma vie formidables, mais moi j'écrivais, c'est simplement, je tenais le choc que parce que j'amenais de la musique. Et c'est là que je me suis aperçu qu'écrire de la musique, c'était quand même une chose formidable, que les gens demandaient qu'on écrive de la musique. Ne serait-ce qu'écrire un thème de jazz, les gens vous demandent de l'écrire. Ah, il est super, on va choruser dessus, on va jouer dessus. Donc c'est un peu comme ça que moi j'ai commencé à écrire de la musique. Et curieusement, comme j'étais totalement passionné par la musique classique, entre guillemets, j'ai commencé à faire des musiques de jazz rock contrapuntique. Je faisais des contrepoints, il y avait des clins d'œil à des tas de musiques qui n'étaient pas celles-là. Dans les années 80, où d'ailleurs ces choses-là se faisaient assez facilement d'ailleurs. On mélangeait facilement on voit bien des albums de groupes comme Yes et tout qui traitaient la voix de façon très musique anglaise du passé, etc. Donc il y avait cette relation aussi au passé présent dans le rock et Genesis, des groupes comme ça aussi qui faisaient un travail un peu particulier. Moi j'ai écouté ces choses-là. Puis à côté de ça, j'aimais les groupes de John McLaughlin, Chick Corea et tous les groupes de jazz rock un peu assez virtuoses. Et ce qui m'a marqué, la virtuosité m'a marqué même dans la façon dont je fais jouer les gens, toujours assez vite, assez difficile. Non pas pour qu'ils jouent vite, mais peut-être pour les mettre en danger. Parce que je trouve que la musique, enfin ma musique en tous les cas, ma musique, je l'aime bien quand elle est en danger. Alors, quand les gens prennent des tempos un peu confortables, je m'ennuie, je sors. J'aime bien que les gens soient à la limite et qu'on sente que ça peut se casser la gueule, même si c'est plus tout à fait propre, mais il se passe un truc de tension que j'adore personnellement. Et alors donc, la question était voilà, qu'allais-je faire de ma vie? Est-ce que j'allais faire du jazz? Je ne sentais pas que j'étais un grand instrumentiste, et quand on est jazzman, il vaut mieux être un grand instrumentiste. J'avais envie d'écrire de la musique. Et il se fait que, par extraordinaire, un jour, j'ai entendu... j'ai commencé par quoi? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, j'ai sauté une étape avec mon papa. On faisait des échanges de disques le dimanche matin, où je faisais écouter, je me rappelle Santana ou John McLaughlin, ou des trucs comme ça, et lui me faisait écouter un disque à lui. Alors Stravinsky, il m'a fait écouter le premier luthier que j'ai entendu de ma vie, Messiaen, etc. Et je lui disais, évidemment, j'avais 15 ans, 16 ans, 16-17 ans, je lui disais, ouais, c'est pas mal, voilà. En réalité, j'allais écouter en cachette, je piquais ces disques. D'ailleurs, il y en a que je lui ai jamais rendu, les micro-sillons, parce que j'étais totalement époustouflé par cette musique-là. Et par là-dessus, un jour, j'ai entendu, curieusement, parce que personne dans le milieu que je fréquente, le milieu professionnel que je fréquente, pense que ça a pu être mon choc, c'est Xenakis qui était mon choc. La première pièce qui m'a choqué, c'est Sinafaille, pièce pour piano et ensemble, où j'ai pris une claque, je me dis waouh, et je me suis dit c'est cette musique-là que je veux faire en fait.
Je ne vais pas continuer à faire de la musique de rock ou de jazz. Non pas que j'aime pas ça, j'aime toujours ça, mais parce que ça m'a parlé plus que toute autre chose. Après j'ai écouté du Boulez, du Ligeti, du Berio, tous les grands dinosaures de l'histoire de la musique contemporaine. Et je suis plutôt remonté en arrière finalement. J'ai comblé les trous que j'avais dans ma culture musicale en partant plutôt de compositeurs qui étaient encore vivants et très actifs. Il y a des choses, je suis retourné plutôt en arrière. Je trouve ça assez intéressant d'ailleurs, parce que finalement, on a une lecture de la musique du passé assez passionnante quand on fait rebrousse-poil. Par exemple, connaître Ligeti, puis écouter après attentivement le début de Daphnis et Chloé de Ravel, c'est très passionnant, parce qu'on voit ce que ces musiques ont en commun plus facilement. Et au moins, on risque pas de bloquer sur ce qui va arriver, parce qu'on est parti de ce qui est là. Voilà. Donc c'était une période que j'ai adorée, parce que je savais rien, mais j'avais 20 ans, je savais rien, mais j'avais envie de tout. Donc voilà, dès que j'habitais Toulouse, je suis monté à la capitale. Et voilà, c'est comme ça qu'on monte à la capitale, avec un complexe J'avais un prof qui me disait, mais t'as le complexe du provincial, t'as les talons crottés. Il se foutait de moi tout le temps parce que je suis arrivé en fait, j'étais élève de chez Ivo Malek, c'est dans la classe d'Ivo Malek, qui est un compositeur toujours vivant, que j'aime énormément. Et quand j'ai frappé à sa porte avec la partition que je voulais lui montrer, j'ai demandé à ma femme de m'accompagner, parce qu'on était déjà ensemble il y a des années-lumière, on s'est rencontrés il y a 40 ans, et elle m'a accompagné jusqu'à la porte tellement j'avais peur de montrer mon travail. Et donc, c'est là que ça a commencé. Arrêtez votre complexe de la provinciale. Ça a commencé, j'ai eu droit un bon moment de mon complexe de la provinciale. Donc j'ai vécu un moment à Paris au début en trouvant que tous les compositeurs que je rencontrais étaient plus talentueux, plus forts, plus costauds que moi, et que j'arrivais vraiment comme un bouseux. Voilà. Et curieusement, et ça c'est un truc qui est formidable quand on a la vingtaine d'années, c'est qu'on apprend tellement vite, et on se rend compte, j'ai presque 60 ans maintenant, je me rends compte que j'apprends tellement moins vite. C'est-à-dire qu'on peut assimiler en 3 ans à Paris, je pense que j'avais bouffé un nombre de concerts, de partitions et de choses, tout rentre partout, et finalement, je me rends bien compte que le style qu'on a, finalement, on le forge assez tôt. Et après, on peut changer de musique, mais le style, c'est pas la musique qu'on fait tout à fait. Pour moi, ça mériterait carrément une conférence sur le style, mais pour moi, le style, c'est ce qui est au-dessus de la musique qu'on fait. C'est quelque chose qui est reconnaissable. C'est ce qui fait que Stravinsky du Sacre du Printemps et le Stravinsky sériel de la fin de sa vie, c'est toujours du Stravinsky. C'est-à-dire qu'on reconnaît la patte du bonhomme. Et ça, je trouve, c'est un truc qui se fait assez tôt. Si on a quelque chose à dire, moi, je me rends compte que les amis qui m'entourent, compositeurs, je les reconnais comme ça. Je dis, ah oui, ça c'est lui. Même s'il change de musique, même s'il écrirait tonal ce jour-là, on le reconnaîtrait. Il y a quelque chose qui est une marque comme ça. Et ça se fait relativement tôt, je trouve.
Et après, souvent la difficulté est comment renouveler la musique qu'on fait tout en gardant cette patte et tout en améliorant cette patte. Et ne pas faire du copier-coller, etc. Et ça, c'est la grande difficulté d'être un compositeur qui dure. Alors après, on ne sait pas, peut-être que tout ce que j'ai fait disparaîtra avec moi, ça, on ne sait rien. Mais en attendant qu'il dure au moins le temps de sa vie sur Terre, avec, dans des institutions qui jouent ces musiques-là, c'est de renouveler sans cesse ce qu'on fait tout en restant soi-même. Je trouve ça hyper difficile, vraiment hyper difficile. Et les premières années sont plus faciles, évidemment, tous les regards bienveillants se portent vers vous en disant « Waouh, il est bien ce petit », etc. Mais quand on arrive vers 40-50 ans, vers 50 ans, déjà on se dit « Ouais, il est un peu has-been, il répète un peu, etc. » Et là, il y a des questions fondamentales à se poser sur qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il faut recentrer mon travail? Est-ce que, voilà. On parlait de l'orchestre tout à l'heure, mais par exemple, oui, moi j'avais abandonné un peu l'idée des grosses masses sonores pendant quelques années, parce que j'étais obsédé par la vitesse, et je me suis aperçu, parce que des bons amis me le disaient, mais pourquoi tu ne travailles plus aussi dans un domaine que tu savais faire, un peu malaxer le son, qui venait de l'enseignement que j'avais reçu de ce qu'on appelle l'école spectrale de la musique française, et qui m'avait enseigné pas mal de choses intéressantes, et j'avais totalement abandonné cette chose-là, et quelque chose que j'ai retravaillé plus tard sous un autre angle, en l'insérant dans des discours rapides, etc. Mais j'avais oublié que je savais des choses. De la même façon, j'étais amnésique pendant 10 ans de tout le rock que j'avais appris et de tout le jazz que j'avais appris, en gros entre les années 80-90. En gros, il n'y avait plus une trace, j'avais fait un genre de nettoyage complet de tout ce que j'avais appris des musiques populaires. C'est stupide. Maintenant, si une idée me vient qui a un côté groove, un côté machin, même légèrement décalé, vulgaire dans une partition, je pense que si c'est assumé, ça peut exister. Et si on me le reproche, je m'en fous, franchement. Parce que c'est moi. Et puis voilà, puis c'est tout. Il y a un moment où il faut faire ce qu'on a à faire. Et ce que je découvre avec l'âge aussi, c'est que la souffrance de l'écriture devient un plaisir, une joie. Moi, à mon âge, je suis content d'écrire. Même si en ce moment, je suis très fatigué d'écrire trop, mais ça, c'est un autre problème. Mauvaise organisation, grave. Mais c'est vrai que le fait d'écrire est devenu une joie, alors que c'était une contrainte beaucoup plus jeune. Et ça, c'est aussi, ça vient, je pense, je le dis aussi pour les jeunes peut-être qui peuvent écouter ces interviews, c'est que il y a un moment où la vie des autres vous intéresse moins, puisque c'est la vie raccourcie, enfin le temps qui vous reste raccourci, et donc on a des priorités, on n'a plus envie de se tromper sur ce qu'on veut soi, et ce que veulent les autres, c'est beaucoup plus, voilà, c'est moins intéressant pour nous. Une pièce que je trouverais bonne et jugée mauvaise par d'autres, si je suis sûr qu'elle est bonne, je suis tranquille, je dors. Une pièce pour laquelle on m'encensera, que je ne trouve pas réussie, je ne dormirai pas quand même. Donc c'est cette chose-là, c'est un long temps. Il faut du temps pour acquérir cette chose-là. Il faut déjà ne plus penser à l'ascension sociale qu'on a autour de la quarantaine, vers je ne sais trop quoi d'ailleurs.